Salut à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Au programme d'aujourd'hui, je vous propose ni plus ni moins que l'acte fondateur de ce que nous appelons le Moyen-Âge. C'est un voyage initiatique auquel je vous invite dans cette Europe qui n'est plus tout à fait romaine et qui n'est pas encore vraiment médiévale. Des hordes hirsutes traversant le Rhin gelé, des intellectuels effarouchés devant l'évolution de leur société et des barbares étonnamment romanisés, voici quelques-uns des personnages qui vont nous accompagner à la découverte de cette transition entre deux âges, celui de la toge et celui de l'épée. Cet épisode, c'est le vôtre, chers auditeurs. Ce thème est arrivé premier du vote pour la saison 3, c'est donc avec un grand plaisir que je vous le dédie. En le choisissant, j'espère que vous saviez à quoi vous attendre, mais faites attention, vous n'êtes pas à l'abri de quelques surprises. C'est parti! Alors, on va commencer par le commencement. Vous ne connaissez peut-être pas le détail de la transition entre l'Empire romain et les royaumes barbares, mais je suis sûr que vous avez au moins quelques images en tête. Des tableaux célèbres montrant le sac de Rome, par exemple, des barbares chevelus vêtus de fourrure, des ruines de monuments romains. Attendez, je pense que je peux faire encore mieux. Et si je vous disais que dans votre esprit, dans votre inconscient historique, la chute de l'Empire romain est un événement particulièrement négatif? Et alors là, vous êtes bluffé. Vous êtes en mode « Non mais oh, ça va pas, sortez de ma tête, c'est pas le mentalisme dans tes oreilles ici, ok ?» Si vous êtes sceptique, par contre, vous pourrez remarquer à juste titre que lorsque l'on parle de chute, c'est rarement une bonne nouvelle. Si je vous annonce une chute du taux du livret A ou la chute de votre grand-mère dans l'escalier, il y a peu de chances pour que ça vous fasse plaisir. Et pourtant, la chute d'un régime politique, elle n'est pas forcément vue comme négative. La chute du Troisième Reich, par exemple, est un événement historique vu comme largement positif. Et oui, je sais, paf, le point Godwin dès les premières minutes, mais trêve de bavardage. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Alors, je parle de régime politique, mais dans la mémoire collective, l'Empire romain désigne bien plus que le pouvoir politique de l'empereur lui-même. Ce terme, en fait, évoque tour à tour la paix d'un continent unifié, un mode de vie romain dont nous connaissons tous au moins la toge, les thermes, le cirque, les fameuses légions romaines aussi, ou encore l'ingéniosité de cette civilisation qui a inventé le béton, les aqueducs ou des routes qui marquent encore le paysage. Mais alors pourquoi la chute de l'Empire romain nous paraît-elle être une telle catastrophe à nous qui ne sommes pas historiens de l'Antiquité et qui n'en avons qu'une vague connaissance? Eh bien déjà, en tout cas de mon avis tout personnel, je pense qu'on se sent plus proche de la civilisation romaine que de la civilisation médiévale, à tort ou à raison. On dit souvent par exemple des Romains qu'ils étaient en avance sur leur temps. Et ce qu'on connaît de leur mode de vie nous semble peut-être plus proche de notre confort moderne que la vie médiévale que l'on peut imaginer. Si vous êtes comme moi, en fermant les yeux, vous imaginez sûrement un monde romain propre, avec de beaux monuments de pierre et de talentueux orateurs. Si vous essayez d'imaginer la vie au Moyen-Âge, je pense que vous ferez un constat peut-être un petit peu moins reluisant. Vous penserez peut-être à la saleté, aux épidémies, à la violence. Et ça, déjà c'est particulièrement intéressant en soi, parce que c'est largement faux. Rome, c'est aussi l'invention fabuleuse du xylospongium, une éponge montée au bout d'un bâton dont on se servait aux latrines pour s'essuyer le derrière, avant de le replonger dans un seau de vinaigre pour le passer aux voisins. Plutôt sympa, non? D'après Sénèque, dans les lettres à Lucilius, il y avait même un gladiateur qui s'est un jour suicidé en s'enfonçant le dit xylospongium dans le gosier. Voilà, donc ça, c'est pour la propreté romaine, à comparer à la propreté médiévale. Bon, ça c'est pour mon avis personnel sur notre proximité avec Rome. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la transition entre l'Empire romain et les royaumes barbares a fait l'objet de violents débats historiographiques
qui se poursuivent d'ailleurs encore aujourd'hui. Si la chute de l'Empire est une césure à ce point majeure dans notre frise chronologique, ce n'est pas pour rien. C'est le fruit d'un long travail de recherche historique et de controverses scientifiques. Bon, on va pas remonter tout le fil depuis les intellectuels médiévaux, parce que sinon on y passerait la journée, mais grosso modo, on peut distinguer 3 vagues historiographiques successives. Ah oui, l'historiographie, c'est l'histoire de la recherche historique, comme si les historiens n'étaient pas déjà assez occupés. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. La première vague, donc, c'est celle qui s'est appuyée sur les sources littéraires léguées par ces temps troublés. Dès la Renaissance, les intellectuels fustigent le Moyen-Âge qui a laissé disparaître le legs culturel de l'Antiquité, tous ces ouvrages grecs et latins qu'ils essayent de retrouver et de retranscrire à cette époque-là justement. Cette vision atteint même son paroxysme avec le mouvement des Lumières. La chute de l'Empire est alors vue comme une sévère défaite pour la raison et le progrès, au moment où l'Europe commence à se christianiser en profondeur. Montesquieu écrit par exemple son ouvrage Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence en 1734, déjà ça donne le ton. Le terme de chute de l'Empire romain vient d'ailleurs d'un autre ouvrage fameux de cette époque qui s'appelle L'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, publié en 1788 par Edward Gibbon, qui n'était manifestement pas portugais. Bon, ça vous aura pas échappé que la Révolution française, en fondant le régime politique républicain, s'inspire beaucoup du monde romain. La Révolution apparaît en quelque sorte comme une revanche de l'Antiquité sur les vieilles institutions monarchiques léguées par les royaumes barbares. Pas étonnant donc que la vision, on va dire un peu catastrophiste, de la transition ait tenu aussi longtemps. En plus, avec toutes les petites tensions qui existaient entre la France et l'Allemagne au XIXe et au XXe siècle, les barbares germaniques n'ont pas vraiment connu un regain de popularité au pays du fromage. Mais petit à petit, les choses commencent tout doucement à changer. Déjà, la question de l'immigration devient une actualité brûlante après la Seconde Guerre mondiale. Ça pousse à revoir le passé et notamment à interroger ce fameux poncif des invasions barbares, terme que les historiens allemands ont d'ailleurs toujours rejeté pour parler de migration. Völkerwanderung, comme on dit dans la langue de Goethe. Et puis surtout, avec le développement des techniques d'archéologie, on commence à analyser sérieusement les tombes barbares qu'on découvre. Par exemple, on va revenir sur la tombe de Childéric, le père de Clovis, qui avait été fouillé au milieu du XVIIe siècle, et on s'aperçoit que, sapristi, il s'habillait comme un Romain, aucune trace de fourrure ou de barbe. Là, on bascule carrément donc dans une vision idéalisée, menée notamment par le professeur Henri-Irénée Maroux, et subitement, les barbares ne sont plus vus comme des envahisseurs sanguinaires, mais comme les déclencheurs d'une nouvelle dynamique historique, celle qui va permettre la création de l'Europe chrétienne et le développement des futurs États-nations qu'on connaît bien aujourd'hui. Bon, certes, il y a eu quelques dégâts, mais dans l'ensemble tout baigne, les barbares étaient quand même de chouettes gars. Bon, alors là, normalement, vous vous dites qu'après la thèse et l'antithèse, on devrait arriver à la synthèse. C'est vrai ça, après des siècles à parler de décadence, puis la contre-attaque optimiste en mode « les barbares sont nos amis », les historiens ont sûrement réussi à trouver une voie plus mesurée, plus réaliste. Eh bien oui, ils y travaillent, et on va découvrir ça tout de suite. Le puissant empire romain atteint son apogée territorial durant le IIe siècle, sous la dynastie des Antonins. Nerva, Trajan, Adrien,
Antonin et Marc Aurèle règnent sur un espace immense qui s'étend sur tout le pourtour de la Méditerranée, des déserts d'Arabie aux confins pluvieux de l'Écosse, de la Palestine au détroit de Gibraltar, qu'on appelle alors les colonnes d'Hercule. Inlassablement, les légions ont repoussé les limites de l'Empire jusqu'à s'établir sur une frontière stable qu'on appelle le limes. Parfois véritable mur comme en Écosse, parfois très discontinu de camps militaires, le limes est positionné sur la rive droite du Rhin, au contact des peuples germaniques, et le long du Danube sur le glacis constitué par la Dacie et la Pannonie, qui sépare Rome des peuples nomades des steppes d'Europe centrale. Protégé par ces légions qui veillent sur la frontière, l'Empire romain jouit d'une belle prospérité économique, permise par la paix durable qui a suivi l'unification politique. Cette unité s'est cristallisée autour de la figure de l'empereur, ce monarque qui tire encore sa légitimité des anciennes institutions républicaines, maintenues sous coma artificiel pour asseoir ce pouvoir, dans la réalité, sans partage. L'Empire est divisé en de nombreuses provinces, comptant chacune des cités largement autonomes, dotées de leurs propres magistrats. Grâce justement à la paix apportée par Rome, la Méditerranée est devenue le cœur d'une première mondialisation, un bassin de commerce par lequel transitent les produits de l'artisanat et des grandes latifundiae, ces immenses domaines agricoles cultivés par des armées d'esclaves. Autour du culte rendu à l'empereur, l'Empire romain vit son heure de gloire. Partout, la forêt recule face au défrichement, l'économie se développe et les habitants des provinces anciennement conquises accèdent peu à peu à la citoyenneté romaine, ce statut privilégié qui sera étendu à tout l'Empire en 212. En attendant, évidemment, la paix profite surtout aux citoyens qui ont déjà ce statut. Pour les autres, la société romaine est particulièrement inégalitaire. Les esclaves en particulier triment dans les mines et les grands domaines agricoles, tandis que les peuples des provinces anciennement conquises continuent à payer un plus lourd tribut que les citoyens. Car évidemment, cette paix a un prix. Pour financer les troupes qui gardent l'Empire et la frénésie de bâtiments publics qui poussent comme des champignons un peu partout, il faut des thunes. Pour cela, l'empereur lève un impôt foncier et un impôt par tête. Rien n'échappe au redoutable fiscus impérial qui établit un cadastre et un recensement pour ne laisser échapper aucun revenu. Et puis bon, la paix, c'est vite dit. Déjà en 1167, pendant le règne de Marc Aurèle, l'arrivée d'un nouveau peuple venu du nord, les Gépides, pousse les barbares déjà présents le long du limes à s'agiter un peu. Les Vandales, les Marcomans, les Quads... Non, pas ces quads-là, on parle bien des barbares, Eh bien, toute cette joyeuse bande pille la Dacie et le Norique, aujourd'hui la Roumanie et l'Autriche. Pas de bol pour l'Empire, une épidémie de peste sévit justement, mais pas de panique, presto manifesto, l'empereur Marc Aurèle met bon ordre à tout ça en 1167 et à nouveau en 1177. C'est d'ailleurs cette campagne militaire que l'on voit au tout début du film Gladiator, si vous vous souvenez. Donc, pas la paix totale, mais c'était quand même pas mal, le Haut Empire. Au milieu du IIIe siècle, cette belle période de prospérité n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. L'Empire se débat alors dans les affres de ce que les historiens appellent la crise du IIIe siècle, un nom qui a au moins l'avantage d'être explicite, à défaut d'être inspiré. Comme souvent, la crise n'est pas unique, et plusieurs facteurs vont contribuer à dégrader la situation de l'Empire. Déjà, bien que ce point soit encore un peu discuté, il semble que le climat se soit légèrement modifié, ouvrant une période plus humide et plus fraîche qui va durer plusieurs siècles. Fragilisé par les mauvaises récoltes, ce peuple encore largement rural doit faire face à plusieurs vagues d'épidémies, dont le typhus ou la variole, en fait on ne sait pas vraiment, qui commence à pointer le bout de son nez durant le règne de Marc Aurèle. Cette situation pas fofolle vient secouer un modèle économique à bout de souffle. Avec l'embellie économique de la période précédente, de nouvelles terres ont été défrichées, mais la terre peine à nourrir tout ce beau monde.
L'Empire romain, après les dernières conquêtes des Antonins, vit en plus désormais sur la défensive. Sans campagne militaire pour mettre la main sur de pauvres barbares inoffensifs, la réserve de main-d'œuvre esclavagiste commence à se tarir. Pour saupoudrer le tout dans cette atmosphère de début d'apocalypse, de nouvelles croyances viennent retourner l'esprit des Romains et faire vaciller l'antique polythéisme. On parle d'un dieu bizarre venu de l'Orient, Mithra, ou encore d'un autre plus frappé encore, un certain Monsieur Christ, qui aurait des pouvoirs de résurrection. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Forcément, cause ou conséquence de cette instabilité générale, l'Empire s'enfonce dans un marasme politique qui tourne même à la guerre civile. C'est le moment des empereurs-soldats. Jamais la force d'un empereur n'a autant reposé sur la loyauté de sa garde rapprochée et sur ses succès militaires. L'Empire romain n'a jamais réussi à fonder une véritable succession dynastique. Et à partir de la fin du IIe siècle, cette légère fragilité devient une plaie béante. Les empereurs se succèdent à un rythme hallucinant, assassinés ou destitués dans la violence, à tel point que l'année 193 rentrera même dans l'histoire comme celle de l'année des 5 empereurs. Bon, tout ça semble se calmer un peu avec la dynastie des Sévères, qui tient le trône impérial entre 193 et 235, et puis, ça repart en sucette. C'est tellement la chienlit qu'un empire des Gaules finit même par faire sécession pendant quelques années, comme ça. Heureusement, la situation finit par se rétablir grâce à la succession sur le trône impérial de 3 hommes à poigne. Aurélien, Dioclétien et Constantin. Bon, je suis au regret de vous dire qu'on va pas rentrer dans le détail de l'histoire de ces 3 lascars, aussi passionnante soit-elle. C'est vrai, ça, de toute façon, qui aurait envie d'entendre toutes ces sordides histoires d'assassinats, de martyrs de chrétiens ou de guerre civile? Personne, assurément. Contentons-nous donc de regarder par quelle réforme miraculeuse nos joyeux lurons ont réussi à redresser la barre de ce navire à la dérive. Primo, le partage du pouvoir. Enfin, son évolution, plutôt, on va dire. Si Dioclétien garde un pouvoir incontesté, il décide de diviser l'Empire en 4 grandes régions qui auront chacune une sorte de mini-empereur. Lui-même se réserve la partie orientale de l'Empire, la plus riche, et s'adjoint les services d'un certain Galère, dont le patronyme n'est pas sans préfigurer les difficultés futures de l'Empire. Et Galère! En Occident, c'est le co-empereur Maximien, qui se charge de remettre de l'ordre dans tout ce bazar, à l'aide de Constance Chlore, qui n'a pas non plus tiré le ticket gagnant à la loterie des noms qui claquent. Cette tétrarchie, comme on l'appelle, tétra pour 4, 4 empereurs, a pour principal avantage de rapprocher chaque empereur et général de la ligne de front, le fameux limès, qui depuis le début de la crise ressemble plus à un gruyère qu'à un vrai mur. Un morceau de menton. Mais on en reparlera. En tout cas, la doctrine change. Fini les légions qui stationnent le long du limès, désormais c'est une armée de campagne qui s'occupe de botter les fesses des barbares, suivant une stratégie beaucoup plus mobile et opérationnelle. La tactique évolue également, avec l'apparition de cavaliers lourdement cuirassés et d'archers à cheval, qui copient les puissants guerriers des steppes qui déferlent sur les provinces illyriennes au même moment. À crise exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À partir de l'avènement d'Aurélien, le pouvoir impérial renforce sa pression sur la société. Les cités perdent en autonomie et la multiplication du nombre de provinces permet la création d'un maillage administratif beaucoup plus fin. Les impôts s'alourdissent et les besoins de la machine politico-militaire forcent le pouvoir à limiter drastiquement la mobilité sociale. L'administration fait désormais peser une véritable chape de plomb sur la société tout entière. Bref, c'est pas le moment de créer une start-up. Autre évolution, et pas des moindres, le christianisme gagne du terrain et séduit de plus en plus d'élites intellectuelles, administratives et militaires. Son essor semble d'ailleurs irrésistible et en 391, il devient même la religion officielle de l'Empire, balayant plusieurs siècles d'un polythéisme qui avait fait la grande force de l'Empire pour sa capacité à intégrer les croyances des peuples conquis. Bon, je sais pas vous, mais moi, toute cette réorganisation politico-économique sur fond de crise existentielle, ça me fout un peu le bourdon. C'est vrai quoi, je veux dire, l'atmosphère est quand même un peu étouffante, non? Et si, pour s'aérer un petit peu l'esprit, on faisait un petit voyage ethnographique?
Tiens, on n'a qu'à aller de l'autre côté du Limès, justement, rencontrer les Germains, ces sympathiques voisins que les habitants de l'Empire ont eu l'occasion de voir de beaucoup plus près depuis un siècle. Allez, suivez-moi, on part en balade. Vous sentez cette odeur boisée, celle des chênes millénaires? Ici, la forêt s'étend à perte de vue, sanctuaire impénétrable sur lequel règnent d'étranges dieux au nom oublié. Les peuples qui vivent dans cette nature luxuriante ont appris à l'aimer et à la respecter. Génération après génération, ils ont traversé les âges comme immobiles, fidèles à la tradition barbare. Tendez la main. Vous sentez sous vos doigts l'écorce rugueuse de ces troncs séculaires? Vous sentez la fraîcheur de cet humus vierge sur votre peau? Peut-être pas en fait. Et oui, la vérité c'est qu'on en sait en fait à peu près rien. Tacite, au 1er siècle après Jésus-Christ, avait tenté une description presque ethnographique de ces peuples mystérieux, mais en fait il n'était jamais allé sur le terrain. C'était donc plutôt, on va dire, un anthropologue de salon. Peu adeptes de la construction en pierre, nos sympathiques Germains n'ont pas laissé grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'archéologie. Mais ne baissez pas les bras, je vous ai promis un petit voyage de découverte. Voici donc ce que l'on sait sur ces peuples barbares qui régnaient de l'autre côté du Limès. Alors déjà, de qui parle-t-on? Derrière la frontière qui sépare l'Empire romain du monde barbare, de nombreux peuples grenouillent dans un espace gigantesque qui s'étend de la Scandinavie aux steppes de l'actuelle Russie. On regroupe tous ces peuples sous le nom générique de Germains, car ils auraient une origine commune à chercher du côté du sud de la Scandinavie. Ce sont des peuples anciens, qui se différencient progressivement au cours de l'Antiquité jusqu'à constituer une véritable nébuleuse de peuples différents. Vous en connaissez sans doute quelques-uns, comme par exemple les Francs, qui vivent au IIIe siècle après Jésus-Christ dans un espace couvrant les actuels Pays-Bas et une partie de l'Allemagne de l'Ouest. Ils côtoient sur la partie sud de leur territoire le peuple des Chattes. Les Angles et les Saxons, eux, peuplaient l'actuelle péninsule du Danemark. Les Goths forment un autre grand peuple installé entre la frontière du Danube et le nord de la mer Noire. Et puis il y a aussi les Lombards, les Gépides, les Jutes, les Burgondes, les Marcomanns, les Suèves, les Vandales, bref, une joyeuse compagnie. Alors forcément, dit comme ça, on a l'impression que c'est une marée humaine qui vient s'écraser sur le Limès. En réalité, les Germains étaient relativement peu nombreux. On estime que durant les invasions du 4e et du 5e siècle, ce sont à peine 150 à 200 000 barbares qui se sont installés dans l'Empire. On est quand même loin du raz-de-marée, d'autant que l'Empire comptait à l'époque au moins 50 millions d'habitants. Ces peuples sont malgré tout plutôt mal connus des Romains, alors même qu'ils sont voisins. L'ouvrage le plus connu sur ces joyeux lurons est donc dû à Tacite, et il s'appelle De Origine et Situ Germanorum. Rédigé en 98, il n'est cependant pas très précis, car Tacite lui-même donc n'a jamais mis un pied en Germanie, et surtout parce qu'en fait il se sert des Germains, dépeints comme des sauvages purs et intacts de civilisation, pour critiquer le luxe excessif de la vie romaine. Il dit par exemple: les peuples de la Germanie, pour n'avoir jamais été souillés par d'autres unions avec d'autres tribus, constituent une nation particulière, pure de tout mélange. De là vient que l'apparence est la même chez tous. Yeux farouches et bleus, cheveux d'un blond ardent, grands corps qui n'ont de vigueur que pour un premier effort. Des chattes, on parle bien du peuple barbare, pas de mauvais esprit, des chattes, leurs corps sont plus résistants, leurs membres tout en muscles, leur visage menaçant, leur énergie plus intense. De grâce, que persiste en ces peuples, sinon leur attachement pour nous, du moins leur haine mutuelle, car lorsque l'Empire éprouve des pressions liées à son destin, la plus grande chance qui puisse s'offrir à lui est la discorde de ses ennemis. Alors contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les peuples germaniques ne sont pas des nomades, mais plutôt des agriculteurs.
Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Leurs civilisations ont laissé, c'est vrai, peu de traces, car ils n'ont pas construit de grandes villes qui auraient pu permettre aux archéologues de mieux connaître leur mode de vie, ni de grandes voies de communication. On sait tout de même que leur société était dominée par une aristocratie militaire. Les Germains n'étaient pas des démocrates, loin de là, mais c'était une société guerrière dans laquelle tous les hommes libres avaient le droit de porter les armes. C'est déjà une sacrée différence avec les Romains, dont la société totalement pacifiée avait tracé une frontière nette entre l'armée et les civils. En parlant de conflits d'ailleurs, les peuples germaniques savent tenir leur rang dans cette guerre séculaire qui déchire l'Europe. Je veux bien entendu parler de celle qui oppose les mangeurs de beurre salé aux mangeurs de beurre doux. Je voulais dire ceux qui cuisinent au beurre et ceux qui cuisinent à l'huile d'olive, voilà. Désolé Michel, j'ai fait tous les magasins, il ne reste plus une seule bouteille d'huile d'olive Puget. Un peu comme si quelqu'un les avait dévalisés. Arrête un peu avec ton regard, on dirait que tu m'accuses. Tu n'imagines quand même pas que je... Que tu te serais tout mis de côté. Mais non, tu penses, c'est tellement pas ton genre. Puget, inimitable, depuis 1857. Et oui, la cuisine, c'est le moyen le plus simple de différencier un Romain et un barbare. Là où les Romains, ou au moins leur aristocratie, se régalaient de mets délicats à base de viande bouillie, ces rustres de Germains ne mangent que de la viande grillée au beurre. Quelle horreur! Point de flamant rose en sauce ou d'anguille à la nage, les barbares vont à l'essentiel. Pourtant, les Germains ne sont pas des rustres. Bien au contraire d'ailleurs, ils excellent dans l'art de la métallurgie et tout particulièrement dans la forge d'armes et dans l'orfèvrerie. Ils créent de splendides bijoux garnis d'émaux, des épées d'une solidité à toute épreuve, et chaque découverte de tombe germaine met au jour de nouveaux joyaux de cet art si distinctif. À mesure que la frontière se stabilise le long du Rhin et du Danube, les Romains apprennent peu à peu à échanger avec ces voisins si différents. En effet, comme on l'a dit, le limès n'est pas un grand mur étanche, façon muraille de Chine. C'est avant tout une zone tampon, à la lisière des mondes romains et barbares, dans lequel les échanges commerciaux vont bon train. Et oui, les légions romaines qui stationnent sur le limès sont de grosses consommatrices de produits agricoles, de céramique, de tissus, de métaux, d'esclaves, etc. Donc en fait, en s'installant, elles deviennent les locomotives économiques du limès et créent de nombreuses occasions de se rencontrer pour les Germains et les Romains. Ces rencontres d'ailleurs ne laissent pas les barbares indifférents. Impressionnés par la sophistication de la vie romaine, son confort et sa brillante culture, l'aristocratie germanique commence à adopter petit à petit les codes des Romains. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on a retrouvé des passoires à vin romaines jusqu'en Scandinavie? Eh oui, des passoires à vin. Mais qu'est-ce que c'est que cet étrange ustensile? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une tourninouflette. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leurs poils de tête. Eh bien, figurez-vous que le vin de l'Antiquité était beaucoup plus épais, beaucoup plus pâteux que le nôtre. Donc pour adoucir cette piquette et le boire sans avoir besoin de le mâcher, on le faisait passer dans des espèces de passoires pour le couper avec de l'eau. Et donc, breaking news, les Germains buvaient du vin, qu'ils coupaient donc avec des passoires romaines, quel chic. En retour, les Germains vendent aux Romains un matériau précieux, l'ambre, dont les matrones romaines raffolent pour leurs bijoux. Cette romanisation est même sacrément rapide. Alors même que l'Empire romain n'est pas encore officiellement chrétien, les Goths commencent à se convertir au christianisme grâce à la prédication de l'évêque Ulfila dans la première moitié du IVe siècle. Bon, alors tout ça c'est bien beau. Les barbares se romanisent, ça fait du commerce dans tous les coins, et ça sympathise des deux côtés du limès, mais alors à quel moment cette relation plus ou moins pacifique finit par partir en sucette en mode invasion et sac de la ville éternelle? Eh bien justement, c'est là qu'on revient à notre fameuse crise du IIIe siècle. Souvenez-vous, l'Empire romain est très affaibli. Les épidémies et les difficultés alimentaires déciment la population et le limès se transforme en passoire alors que les légions sont occupées à s'entretuer pour placer leurs favoris sur le trône impérial. L'Empire est vulnérable et les peuples établis le long de la frontière sont bien placés pour savoir quelle richesse se cache derrière les légions. Au milieu du IIIe siècle, les barbares profitent donc de l'instabilité pour lancer des raids dévastateurs sur les provinces frontalières. Les Francs et les Alamans s'aventurent en Gaule, les Sarmates pillent la Pannonie et les Hérules parviennent même à mettre Athènes à sac
en 267. Les empereurs romains se battent comme des lions pour reboucher le limès qui craque de toutes parts, et la restauration impériale sous Dioclétien permet à l'Empire de trouver un peu de répit. On a frôlé la catastrophe. Malgré tout, les Germains sont partis pour rester. Désormais, ils font partie du paysage, et la période de leur relative tranquillité est bel et bien révolue. Cependant, le fléau que représentent les peuples barbares pour l'Empire romain va rapidement devenir, dans l'esprit des empereurs romains, malins, une véritable bénédiction. Et oui, après tout, l'Empire est dépeuplé. Et si l'on repousse un peuple qui traverse la frontière, un autre viendra de toute façon le remplacer, donc c'est comme vouloir boucher les trous dans un navire qui prend l'eau de partout. Alors finalement, pourquoi ne pas se servir des barbares pour boucher les trous justement ? Cette politique du bouche-trou porte un nom, celle des fédérati, c'est-à-dire des peuples fédérés. En vertu d'un traité qu'on appelle le Fedus, le pouvoir romain autorise un peuple à s'établir dans une zone frontière, donc à l'intérieur du limès, et à assurer en contrepartie la défense de cette zone contre les petits copains qui se présentent à la porte. À la fin du IIIe siècle, les Francs saliens obtiennent ainsi l'autorisation de s'installer dans l'actuelle Belgique. En 332, c'est au tour des Goths d'obtenir leur titre de séjour le long du Danube, côté romain. Non mais attendez, c'est pas un peu faire rentrer le loup dans la bergerie, ça ? Voyez, braves gens, acceptez ces cadeaux en or de la part du chapeauté. Un jour, les barbares détruisent tout sur leur passage, et le lendemain, on les autorise à s'installer tranquillement. En fait, le phénomène des peuples fédérés illustre bien toute l'ambiguïté de la relation entre les Romains et les Germains, justement. Car en réalité, les fédérés qui s'installent dans l'Empire, ce sont plus vraiment des barbares en fait. Leurs chefs sont complètement romanisés, et ils sont en réalité de grands généraux qui se battent aux côtés des Romains. Il faut dire que la frontière est floue désormais. Entre les prétendants au trône impérial qui s'entretuent avec leurs légions et les Germains qui pillent au hasard, c'est devenu un peu difficile de faire la différence entre les gentils Romains et les méchants barbares. Tenez, prenez Constantin par exemple. Vous savez, le premier empereur converti au christianisme. Eh bien, l'un de ses plus fidèles soutiens était le chef franc Bonitus, un tribun dirigeant une unité d'auxiliaires. En 324, ce fameux Bonitus aide même son pote Constantin à botter les fesses de son rival Licinius, qui a le toupet de lui disputer le trône impérial. Donc bon, Constantin, un ami des Francs ? Eh ben pas vraiment en fait, puisque quelques années auparavant, en 306, il avait fait jeter au lion dans l'arène de Trêves 2 rois francs, répondant aux doux noms d'Ascaric et de Mérogaise, qui avaient saccagé une partie de la Gaule. Bref, une relation à la je t'aime, moi non plus, qui change constamment selon les besoins du pouvoir romain et les velléités d'indépendance des chefs germaniques. Nous voilà donc à la fin du IVe siècle. Jusqu'ici, on va dire que ça tenait debout. Évidemment, on n'a pas retrouvé la belle harmonie de l'Empire romain classique, celui qui balayait les ennemis d'un revers de pilum, mais l'édifice brinque-ballant des peuples fédérés semble constituer une rustine efficace sur le limès décrépit. Malgré ses efforts pour redresser la barre, l'Empire est pourtant sur le point de basculer dans un siècle chaotique qui mènera sa partie occidentale à la chute. À la fin des années 370, un nouvel élément vient bouleverser la fragile reconstruction de l'Empire. Il s'agit de l'arrivée des Huns, ce peuple nomade d'Asie centrale dont vous connaissez au moins le souverain le plus célèbre du 5e siècle, Attila. L'irruption de ces nouveaux venus dans la sphère européenne rebat les cartes et pousse les peuples dont nous avons déjà parlé, ceux qui se sont établis tout proches du limès, à franchir la frontière pour fuir ces nouveaux voisins un peu trop envahissants.
Sous la pression, c'est tout l'appareil politico-militaire romain qui se met à craquer. En 377, l'empereur Valens, qui dirige la partie orientale de l'Empire, autorise les Goths à franchir le Limès au niveau de l'actuelle Serbie pour fuir l'avancée des Huns. La situation, mal gérée, finit par tourner à la révolte, et l'empereur doit lui-même prendre la tête de ses troupes pour corriger les nouveaux venus. Mal lui en prend, il tombe au combat face aux Goths à la bataille d'Andrinople en 378. Son compère d'Occident, Gratien, n'a pas pu venir à son secours. Il doit lui-même prendre les armes pour repousser les Alamans. Durant plusieurs décennies, les empereurs qui se succèdent en Orient et en Occident sont aux prises avec des attaques incessantes des barbares tout le long du Limès. Théodose, l'empereur d'Orient qui remplace son prédécesseur Valens, qui n'a pas vraiment brillé par ses talents de général, s'appuie sur son chef de guerre Stilicone, un officier lui-même issu d'un père vandale et d'une mère romaine, pour mettre bon ordre dans tout ce bazar. Rapidement toutefois, il apparaît que l'Empire d'Occident accuse de lourdes difficultés. Moins bien administré et moins riche que la partie orientale, l'Occident souffre également d'une véritable instabilité politique aggravée par les problèmes militaires. Dans ce panier de crabes s'agitent des bandes de barbares presque entièrement romanisées qui rivalisent pour s'emparer du pouvoir. L'Italie en particulier est désormais une véritable cocotte-minute dans laquelle des allégeances fragiles et des quiproquos incessants mènent à une instabilité permanente. Tenez, on va prendre l'exemple d'Alaric, le roi des Wisigoths. En 392, c'est lui qui est nommé dans le nouveau traité de fédération qui unit les Goths à l'Empire d'Orient. En vertu de ce traité, les Goths fournissent de forts contingents militaires à l'Empire et servent sous le commandement des officiers romains. Ils sont par exemple utilisés par Théodose pour combattre Eugène, l'usurpateur qui cherche à lui ravir le trône impérial. Ça alors, Eugène? Quelle surprise de te croiser là, Eugène! Après avoir essuyé de lourdes pertes dans les différents combats, Alaric et sa bande décident d'aller s'installer dans les terres qui leur ont été données par Théodose, justement. Sauf que là, pas de bol, les Huns sont passés par là et ont déjà tout dévasté. Tant pis pour la résidence secondaire, les Goths reviennent vers Constantinople pour faire pression sur l'empereur. Théodose, justement, vient de mourir en 395 et ses deux fils se partagent l'empire. Arcadius en Orient, Honorius en Occident. Évidemment, aucun des deux n'a envie d'honorer la promesse faite aux anciens alliés de leur père. Furieux, Alaric pille la Grèce avant d'être arrêté par le général Stilicone, justement. Malin, Arcadius décide alors de lui donner comme terre l'ancienne province d'Illyricum, qui se trouve dans l'Empire d'Occident. Comme ça, pratique, il se débarrasse du problème tout en honorant sa promesse pour pas un rond. Les Goths font donc leur bagage pour aller s'installer dans ce nouveau havre de paix, mais ils déchantent rapidement. Déjà, le climat de cette région montagneuse ne leur plaît pas vraiment, et en plus, les habitants du coin détestent les Germains, on se demande bien pourquoi. Bref, la greffe ne prend pas, et revoilà Alaric et ses Goths sur les chemins. Le roi a de la suite dans les idées. Il veut envahir l'Italie pour mettre la pression sur l'empereur Honorius et obtenir enfin une compensation pour sa résidence secondaire perdue. Pas de bol, sa petite virée est stoppée net par Stilicone, encore lui, qui arrive à la rescousse et le remet à sa place en 2 batailles durant l'année 403. Dépité, Alaric songe à repartir, mais il se fait un nouveau pote sur la route en la personne de Radagast, et non pas Radagast, attention. Ce sont des lapins de Roscobel qu'ils essaient-on pour voir. Radagast donc qui vient de traverser les Alpes avec sa troupe de joyeux lurons. Stilicone remet donc le couvert. En une bataille à Fiesole en 406, il leur colle une raclée et les renvoie, hop, vers l'Illyricum. Auréolé par cette grande victoire qui a carrément sauvé Rome, rien que ça, Stilicone a le vent en poupe. On lui érige même une statue en or et en argent sur le forum, preuve que l'Empire n'a pas encore perdu toute sa superbe. Et c'est pourtant le chant du cygne. Après ces victoires, Stilicone cherche l'apaisement et propose même d'utiliser les Goths d'Alaric pour aller reconquérir l'Illyricum et faire la guerre à l'Empire d'Orient qui passe son temps à savonner la planche de l'Occident. Il a également besoin des Goths, qu'il vient pourtant de fumer, pour faire face à une bande de Vandales et de Suèves qui ont profité du rude hiver 406-407 pour traverser le Rhin gelé et semer la désolation en Gaule. Cette tentative de réconciliation ne passe pas du tout.
Manipulé par le parti anti-Stilicone qui règne à la cour, l'empereur Honorius accuse Stilicone et le fait exécuter en 408. Assez logiquement, cette exécution politique ne règle pas vraiment le problème. Libéré du seul commandant qui parvenait à le tenir en respect, Alaric déferle à nouveau sur l'Italie et réussit à pénétrer dans Rome, qu'il pille de fond en comble à l'automne 410. Ce n'est pas encore la fin, mais les flammes qui ravagent la ville éternelle sont un terrible symbole. Affamée, affaiblie, exsangue, la cité qui a soumis tant de peuples et conquis tant de territoires, celle qui a survécu aux défaites militaires et aux guerres civiles, cette même cité n'a même plus les moyens de se défendre contre les barbares qu'elle a appelés pour garder ses frontières. Le 5e siècle est pour l'Empire d'Occident celui d'un long déclin. Maintenir l'ancienne puissance romaine est devenu beaucoup trop coûteux. En 410, les légions évacuent la Bretagne, laissant les Angles et les Saxons en prendre possession et massacrer les populations celto-romaines qui y vivent. Partout, la puissance romaine vacille. Pour les populations, justement, la destitution en 476 du dernier empereur romain d'Occident, un garçon de 15 ans nommé Romulus Augustule, ne change pas grand-chose à la réalité de leur vie depuis plusieurs décennies. La lente agonie de l'Empire rime en effet avec un accroissement du poids de l'État dans la vie quotidienne, alors même que la paix n'est plus assurée. Devenue chrétienne depuis l'édit de Thessalonique en 380 sous le règne de Théodose, les autorités politiques, secondées par l'Église, imposent une religion unique et traquent les hérésies. Elles réprouvent et interdisent certaines pratiques romaines historiques qu'elles associent au paganisme, comme les combats de gladiateurs, la philosophie, les temples païens évidemment, mais également les Jeux olympiques. Mal protégées par les soldats barbares qui se révoltent une fois sur deux, les populations sont pourtant écrasées d'impôts. Dès les troubles du IIIe siècle, les villes se sont resserrées derrière leurs murailles, une nouveauté architecturale qui aurait été inimaginable à l'époque de la Pax Romana. La vie économique accuse le coup, perturbée par les combats, les pillages et la fin de l'unité politique. En Gaule, par exemple, des bandes de paysans bannis, de soldats démobilisés et de barbares en goguettes, qu'on appelle les bagaudes, font régner la terreur malgré les nombreuses tentatives des autorités impériales pour en venir à bout. Bon, c'est une mauvaise passe, je dis pas. À mesure que l'Empire se délite, et plus encore après sa disparition politique évidemment, les populations romaines doivent se résoudre à un nouvel état de fait. Les peuples barbares sont devenus les nouveaux maîtres. C'est évidemment vrai des territoires dans lesquels sont installés les peuples fédérés dès le IIIe siècle, mais ce mouvement s'accélère à partir de la chute de l'Empire et de la création progressive, sur les anciens territoires romains, de royaumes dirigés par des souverains barbares. Les Suèves tiennent le Portugal, tandis qu'un puissant royaume wisigoth s'est créé sur une grande partie de la péninsule ibérique et de la Gaule occidentale. Les Burgondes se sont établis autour du Rhône, avec pour voisins les Alamans dans le sud de l'Allemagne actuelle et le royaume d'Odoacre, peuplé de Goths et d'autres peuples barbares, qui tient l'Italie. Dans la Belgique et le nord de l'Allemagne actuelle, s'est imposé un petit royaume qui va bientôt connaître une destinée exceptionnelle, celui des Francs. Plus étonnant, un royaume gallo-romain subsiste dans l'ouest de la Gaule. Partout donc, la domination romaine a cédé la place à la domination des rois barbares. On l'a vu, ces nouveaux souverains sont en fait largement romanisés. Mais il n'empêche que le changement est majeur. Car s'ils sont romanisés, ils gardent tout de même une culture barbare forte,
matinée de latin qui va profondément modifier ce qui reste de la société romaine. Pour commencer, il y a les différences de pratiques quotidiennes. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, le travailleur français sur le palier devient fou. On l'a dit, les peuples barbares n'ont pas exactement les mêmes pratiques culinaires que les Romains. Mais il n'y a pas que la cuisine. Les barbares ont d'autres pratiques un peu étranges aux yeux des Romains. Les cheveux longs, par exemple, sont la marque du pouvoir militaire chez les Francs, alors que la mode romaine était plutôt aux cheveux courts. Les barbares affectionnent le pantalon, ou du moins les chausses, alors que les Romains préfèrent la tunique ou la toge pour l'élite politique. Les noms évoluent également. Là où les Romains portaient un ensemble de 3 noms, appelés le prénomen, le nomen et le cognomen, vous savez, du style Lucius Munacius Plancus par exemple, les barbares ont un nom unique, souvent à base de références guerrières, comme par exemple Chlodovig, qui signifie glorieux au combat et qui donnera Clovis et Louis. Ou encore les noms faisant référence à l'ours, que vous connaissez maintenant par cœur depuis l'épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles consacré à cette adorable bestiole poilue. D'ailleurs, parlons-en des guerriers. Comme on l'a vu plus haut, les Romains constituaient un peuple désarmé. Seuls les citoyens et les membres des peuples annexés qui s'engageaient dans l'armée pour un service de 20 à 25 ans portaient les armes pour pouvoir défendre l'Empire. Chez les peuples germaniques, point de ce genre de complications. Tous les hommes libres portent les armes et vont à la guerre. L'éthos de la nouvelle aristocratie barbare est donc avant tout un éthos militaire. C'est la guerre qui définit leur mode de vie et leur relation aux autres, là où l'éthos de l'aristocratie romaine reposait plus largement sur la culture et sur un mode de vie spécifique fait de termes, de débats politiques, de lecture et d'entreprises économiques. Bon, ça c'était plutôt pour l'Empire romain classique en vrai, puisque cette culture latine, alors elle était évidemment encore très vivace au moment des invasions barbares, mais il faut bien reconnaître que cette menace barbare justement a entraîné une véritable militarisation de la société romaine. La séparation entre civils et militaires est beaucoup moins nette au IVe qu'au 1er siècle. Mais il n'empêche, conséquence directe de cette divergence de point de vue, on va dire, les peuples germaniques ne règlent pas les conflits de la même manière que les Romains, ce qui nous amène à des visions bien différentes de la justice. Il n'y a pas de loi assez rigoureuse pour punir des criminels comme mon client. Alors, pour commencer, les peuples qui s'installent en Occident n'ont pas vraiment de culture écrite. Leur mémoire, leurs valeurs, leur mythologie et donc aussi leurs lois se transmettent plutôt de manière orale. Au contact de la culture romaine, l'idée de mettre ces lois par écrit finit par s'imposer et donner naissance à des codes de lois barbares rédigés dans les premières années suivant la chute de l'Empire romain d'Occident. Déjà, cette rédaction montre bien le degré de romanité qu'avaient atteint les barbares, ou au moins leurs chefs. Si régler les conflits en se référant à la coutume orale fonctionnait plutôt bien dans les forêts de Germanie ou dans les plaines d'Europe centrale, les nouveaux rois barbares se rendent rapidement compte de l'intérêt qu'ils ont à codifier leurs lois pour éviter de créer un bazar monstre en arrivant dans un territoire déjà peuplé. Et, cerise sur le gâteau, ces codes de loi barbares ne sont pas rédigés dans les différentes langues germaniques, mais bien en latin. Malgré ça, les barbares restent les barbares, et vous allez voir que leur manière de concevoir la justice telle qu'on la devine à travers ces textes est pour le moins exotique. Voici par exemple un petit extrait de la loi salique, vous savez, celle qui va être déterrée au milieu du XIVe siècle par les juristes de Philippe VI de Valois pour éviter que le royaume ne tombe entre les mains anglaises. Eh bien, en fait, c'est un code de loi, celui des Francs saliens, rédigé et remanié plusieurs fois entre le IVe et le VIe siècle, et c'est donc un texte qui ambitionne de donner une base écrite au droit coutumier des Francs saliens, celui qui se transmettait jusqu'ici à l'oral, en le matinant en l'occurrence un peu de droit romain pour faire un peu plus stylé. Et alors, pourquoi un code de loi ? Eh bien, parce que les Francs saliens, ils avaient de toute éternité un problème qui n'empêchait pas vraiment les Romains de dormir. Quand un meurtre ou un crime grave se produisait, la famille de la victime avait tendance à partir en vendetta contre la famille coupable du meurtre, ce qui dégénérait rapidement en conflit intergénérationnel d'une grande violence. Pour éviter ces désagréments de type vengeance privée, le droit salique a donc inventé un truc génial qui règle tous les problèmes et qui s'appelle le Vergelt,
c'est-à-dire une compensation monétaire tarifée avec un barème et tout, qui est censé éteindre la vengeance privée. En gros, vous tuez quelqu'un. Assez logiquement, la famille du défunt n'est pas très contente et elle veut vous tomber sur le coin de la pastèque. Sauf que là, stop. Le juge intervient, il fixe un prix à payer, vous le réglez et hop, retour aux relations de bon voisinage. Alors certes, le Vergelt, c'est pratique, mais c'est surtout vraiment rigolo parce que la logique sous-jacente au barème est, disons, un peu difficile à comprendre pour nos yeux contemporains. Par exemple, on lit dans la loi salique l'article suivant. Si quelqu'un arrache à autrui une main, un pied, un œil ou le nez, il faudra verser 100 sous. Mais si la main continue à pendre, 63 sous. Alors je sais pas si j'ai besoin de préciser que la chirurgie des Francaliens ne permettait certainement pas de recoudre une main qui pend, mais ce n'est pas tout, parce que la société barbare était traversée par une horrible intolérance, celle du racisme des doigts de la main. Si, je vous jure, écoutez plutôt. Si quelqu'un arrache à autrui un pouce de la main ou du pied, il devra verser 50 sous. Mais s'il reste pendant, 30 sous. Bon, jusque-là, rien que de très classique. Mais attendez, si quelqu'un arrache à autrui le deuxième doigt, à savoir celui qui sert à tirer à l'arc, 35 sous. Non mais vous voyez ça? Un pouce du pied qui pend encore coûte quasiment aussi cher qu'un index, mais dans quel monde vit-on? Bon, en fait, on se moque, mais tout ça n'est pas très éloigné du barème des accidents du travail qu'on peut avoir aujourd'hui. La métrique utilisée est toujours celle de l'utilité que l'individu a perdue au cours de l'accident. Et ce n'est pas tout, car la société barbare se caractérise, on l'a vu, par deux faits marquants. Une forte militarisation, avec le guerrier libre comme élément clé du corps social, mais aussi par l'inégalité entre les statuts sociaux. La gravité d'un meurtre dépend par exemple de la qualité du mec que vous venez de refroidir. Ça c'est pratique parce que grâce à ça, vous pouvez savoir si vous êtes riche ou non. Par exemple, dans la loi des Visigoths, si vous êtes cousu d'or, vous pouvez tranquillement vous farcir un évêque ou un comte, ça va chercher dans les 900 sous d'or s'il a moins de 50 ans. Si vous ne savez pas quoi faire de votre bonus de fin d'année, vous pouvez aller latter un vieil homme libre par exemple. S'il a plus de 75 ans, ça ne vous coûtera que 100 sous d'or, une petite bagatelle. Si vraiment vous n'avez pas de thunes, alors désolé, mais là vous pourrez pas commettre de meurtre, vous n'avez juste pas les moyens. À la place, vous pouvez vous reconvertir dans le larcin de textile. Chez les Francaliens, vous deviez payer par exemple 15 sous si vous étiez allé voler du lin dans le champ du voisin avec un cheval ou avec une charrette. Mais si vous êtes tellement pauvre que vous n'avez pas de cheval et que vous avez volé le lin en le portant sur votre dos comme un galérien, ça ne vous coûtera que 3 sous, c'est donc une affaire. Enfin, ça dépend du cours du lin, évidemment, mais bon, là, c'est à vous de vous renseigner. Monsieur Roux, faites attention à la veste de Monsieur Jacquard, c'est du lin! Attention aussi à vos relations sociales, parce qu'une soirée peut vite fait vous coûter cher. Par exemple, vous êtes un peu éméché, un soir, et vous proposez à votre copain une petite bagarre, et il dit non, sous prétexte qu'il a peur de se casser un ongle. Alors là, forcément, vous l'insultez en le traitant de lièvre ou de renard, deux animaux qui ne sont pas connus chez les barbares pour leur grand courage. Vous rentrez chez vous, le lendemain, grosse gueule de bois, et donc vous décidez d'aller voir votre pote pour vous excuser. Eh bien, que nenni, celui-ci a déjà porté plainte pour injure, et votre éloquence vous coûtera 3 sous d'or. Et oui, dans la société barbare où l'honneur et le courage sont des vertus cardinales, il ne fait pas bon jeter des noms d'animaux au visage comme ça. Pareil si vous croyez avoir vu votre pote s'enfuir sans son bouclier la dernière fois que vous avez croisé une légion romaine ou une troupe de vandales. Si vous n'avez pas la preuve de ce méfait, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire la pièce à conviction que constitue le bouclier abandonné, eh bien dans ce cas, vous devrez rembourser 3 sous d'or. Là encore, c'est logique. Qui abandonnerait son bouclier si ce n'est pour s'enfuir plus vite sans cet encombrant objet? Si vous prétendez qu'un guerrier a laissé tomber son bouclier, vous insinuez que c'est un couard qui a voulu quitter le champ de bataille, et ça, ce n'est pas tolérable. Allez, un petit dernier pour la route. À votre avis, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Couper les cheveux d'une femme ou refuser l'hospitalité à un voyageur? Pas facile celle-là, Vous pouvez mettre la réponse en commentaire, mais sans triche, attention. Eh bien, c'est... couper les cheveux d'une femme. Et oui, si vous faites votre rat et que vous laissez à la porte un voyageur qui demande l'hospitalité, ça vous coûtera 3 sous d'or.
Par contre, si vous coupez les cheveux d'une femme libre et qu'en plus vous avez eu le toupet de faire ça chez elle, vous allez devoir débourser pas moins de 30 sous d'or. Ça, c'est dans la loi Burgonde. Oui, vous avez bien entendu, ça vous coûtera aussi cher que si vous aviez volé un cheval ou arraché le pouce de quelqu'un et qu'il pendait encore. Non mais c'est du délire. Bon, on a bien rigolé, mais tous ces barèmes ont en fait une utilité claire. Ils permettent d'éviter les fraudes, les pots de vin et autres arrangements avec la justice. Chaque tribunal, du moins chez les Burgondes par exemple, est occupé par 2 juges, un qui va juger pour les Romains et un qui va juger pour les Burgondes. Chaque juge doit connaître les 2 lois et il jugera chacun selon son origine, ou selon l'origine de l'accusé s'il y a un conflit entre un Romain et un barbare par exemple. Et là, pas besoin de se casser la tête. Si le pouce est complètement coupé, paf, c'est 50 sous, pas de discussion. Bon, par contre, petite astuce, c'est cadeau. Si votre pouce pend encore en arrivant au tribunal, coupez-le discretos, comme ça vous fera gagner 15 sous de plus, c'est quand même une aubaine. Et puis au passage, autre utilité du barème, le tribunal prélève une amende, une petite commission, ça permet de couvrir les frais de justice, et vous voyez comme ça, tout le monde y gagne. La justice n'est donc qu'un exemple parmi d'autres de la profonde mutation qui s'enclenche avec le passage parfois abrupt d'une société purement romaine à des royaumes barbares au sein desquels le pouvoir a changé de main. Pour être honnête, si le changement politique est brutal, le changement dans les mentalités et dans la vie quotidienne l'est quand même beaucoup moins. Il ne faut pas imaginer que le 5e siècle a marqué une césure nette entre la culture romaine classique, avec le marbre et les termes qu'on voit dans les docufictions Arte là, et une culture barbare, frustre et surmilitarisée. La société romaine a énormément changé entre l'époque d'Auguste et celle de Romulus Augustule, rendant la transition en fait beaucoup plus intuitive. Déjà parce que les barbares sont en fait présents dans la vie des Romains depuis la crise du IIIe siècle, ça fait déjà 150 ans, mais également parce que le christianisme lui-même a profondément changé les façons de vivre et la structure de la société romaine. L'Empire romain des 4e et 5e siècles, surtout en Occident, n'avait rien de très reluisant. Et la belle paix romaine qui prévalait à l'époque des Antonins n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. La société a souffert, c'est indéniable. Partout, les restes archéologiques des enceintes urbaines, les indicateurs de vie économique et les marqueurs des incendies et des destructions montrent que les Romains et tous les peuples qui vivaient dans l'Empire ont vécu une mauvaise passe pendant au moins 3 siècles. Il n'y avait pas de raison de penser que la vie en 476 est soudainement devenue encore plus difficile. Certes, l'idéal de paix et de sécurité qui avait fait la gloire de l'Empire romain classique avait disparu, mais dans la réalité, la différence la plus palpable a sans doute été l'écroulement de la structure administrative et fiscale qui étouffait la société. Certains paysans, rendus plus libres par la réduction du poids de l'État, ont même sans doute pu en tirer profit, écoutez plutôt. Bon alors, comment ça va? Quoi de neuf sur la ferme? Bon tu sais, ça va pas trop fort en ce moment quoi. Ah, toi il t'est arrivé une bricole. Allez, raconte, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ouais, j'étais tranquillement en train de bêcher mes champs, tu vois. Et là, les chats ont débarqué et ont bu tout le lait de mes vaches. Ouais. Ensuite, c'est les quads qui ont complètement retourné mon jardin, les sarmates qui ont brûlé mes sarments. Ouais, relou. Et le lendemain, voilà les go qui envahissent mes champs à leur tour, tu vois. Et ils brûlent ma maison. Bon, le jour d'après, les go redébarquent. Je me dis, bon, ça va, ils ont déjà tout pris, normalement ils vont me laisser tranquille. Mais non, on est les Ostrogoths qui me disent. Et hier, c'était les Visigoths, faut se mettre à la page. Bon, donc ils ont embarqué ma femme, ils ont embarqué mes enfants pour les vendre comme esclaves. Enfin, c'est chiant. Et puis là-dessus, t'as le percepteur des impôts qui débarque et qui me dit que c'est pas parce que mon champ a brûlé que je suis libéré de l'impôt, tu vois. Parce qu'il me dit, si personne paye des impôts, y a pas de légion pour vous protéger. Ouais, forcément. Ouais. Et puis, voilà, franchement, là, j'ai le moral dans les brais, quoi. Enfin, j'ai plus rien dans ma vie, j'ai plus de champ, plus de maison, plus de famille, plus de meuf. Enfin, je crois que... Je sais pas, je crois que j'ai une dépression, quoi. Ouais, tout de suite. T'exagères pas un peu, là? Tu crois? Oui, écoute-toi, t'as une vision qui est complètement négative. Qu'est-ce que tu fais de l'ouverture à l'autre, de la découverte de nouvelles cultures? Je sais pas, tu te sens pas enrichi par toutes ces rencontres? Non, pas trop. Je dirais même que je me sens plutôt appauvri, tu vois. Mais regarde, tu vois toujours l'enfant à moitié vide, hein? C'est ça ton problème? Ouais, mais là, j'avoue que j'ai du mal à voir le positif, quoi. Enfin, t'imagines, toi, tout perdre d'un coup comme ça, tout à reconstruire du sol au plafond,
Et puis, ça va être de pire en pire, hein. Enfin, maintenant que le Limès est devenu une passoire, là, que les légions servent plus à rien, si je reconstruis une maison, elle sera aussitôt vandalisée. Oui, d'accord, c'est vrai que non, mais c'est une mauvaise passe. Mais tu sais, moi, quand des barbares dévastent mon exploitation, j'essaye de penser à quelque chose de plus grand, tu vois, quelque chose qui nous dépasse. Tu veux dire quoi, comme Dieu? Parce que, ouais, j'essaie de prier un peu en ce moment. L'autre jour, je suis allé mettre un cierge, là, sur la tombe de Sainte-Radburge, mais bon, pour l'instant, c'est pas super efficace, quoi. Enfin, Mais non, tête de pioche, pas Dieu, l'avenir. et comment ça, l'avenir? Réfléchis un peu. Tu vois, l'Empire romain, c'est un peu comme un cycle. Là, c'est la galère, c'est vrai, tout s'écroule, mais c'est nécessaire, tu vois. Parfois, pour que ça aille mieux après, il faut que ça aille moins bien avant. Voilà, c'est tout. Tu vois, là, bon, on croule sous les taxes, les empereurs se font tout le temps la guerre entre eux. Enfin, honnêtement, ça peut plus durer, tout ça, hein. Donc, d'accord, c'est vrai que les invasions barbares, c'est pas fou. Bon, mais au moins, on est libre. On est libre. Et l'Europe va pouvoir à nouveau se développer. Ah ouais, je sais, mais j'aimais bien, moi, l'Empire romain, quand même, c'était beau. Ouais, mais c'est parce que tu te crois encore au temps de Jules César. Mais c'est fini tout ça maintenant, hein. Alors plutôt que de subir la pression d'un empire poussiéreux qui se fissure de partout, moi je préfère passer à autre chose, voilà, et voir ce que ça donne. Un autre avenir est possible. Un avenir dans lequel les barbares et les Romains vivront en harmonie sous la férule des rois sages et puissants qui nous gouverneront avec justice et bienveillance. Je veux pas être enchaîné toute ma vie à gratter misérablement la terre pour un patricien ventru qui, entre nous, se lève même pas de son lit pour fouetter les esclaves. Je veux être libre, moi. Je veux profiter de ce vent nouveau qui souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Ça te fait pas rêver, toi? Ouais, mais ça, c'est facile à dire pour toi, Gondberge, aussi. Tu bosses dans une bonne villa, entouré de remparts, avec des guerriers qui te protègent, forcément que tu dis ça après. Attends, mais non... Et puis c'est parce que t'as épousé la fille d'un barbare, en plus, donc forcément, il te protège. Oui, de poids de mesure, un peu, quand même, hein. Tu laisses Rastagon dans le tour de tout ça, d'accord? Et puis d'ailleurs, regarde-toi, tu portes un pantalon, t'as même laissé pousser tes cheveux et puis tu vas plus au terme, voilà, t'en pèses mon vieux, franchement. C'est ça la nouvelle mode, aller au terme une fois tous les 6 mois. Attends, je vais être très clair. Si t'es bouché comme ça, moi j'y vais, hein, d'accord? Parce que là, j'essaie de t'aider, et puis tu m'insultes. C'est pénible, d'accord? Attends, voilà. Bon, on est parti sur des mauvaises bases. Ta barbare, là, elle a pas une sœur, par hasard? C'est-à-dire? Ah oui, maintenant que je suis veuf, que ma femme est décédée et que mes enfants sont partis à l'autre bout de l'Europe, il me faut bien quelqu'un, quoi, pour m'aider à tout reconstruire, à acheter des animaux et tout. Et puis, maintenant qu'ils sont là... Voilà, enfin un peu d'optimisme, ça me fait plaisir. Allez, pour fêter ça, je t'offre une bonne bière germanique. Ouais. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais, je crois que je préfère le vin, quand même. T'es vraiment un décrottable, mon bon vieux Romanus. À partir du IIIe siècle, s'ouvre pour l'Europe une période difficile. La vie urbaine périclite, les épidémies et l'insécurité nuisent au commerce et au développement économique. Le choc est rude, mais l'espoir demeure, celui de reconstruire l'Empire et de reconquérir la gloire de la cité éternelle. Pour les siècles suivants, retrouver l'unité de l'Empire romain va en effet devenir une référence constante, réutilisée à l'envi par les princes cherchant à établir un pouvoir fort. La tentative de reconquête de la péninsule italienne par l'empereur romain d'Orient Justinien au milieu du VIe siècle n'en est que le premier avatar, poursuivi ensuite par le Saint-Empire romain germanique et même par l'Empire ottoman. Si l'espoir fait vivre, la réalité historique est tout autre. L'ancien espace de la civilisation romaine ne connaîtra plus jamais d'unité politique. Et la fragmentation opérée par les royaumes barbares va même servir de matrice au concept d'État-nation qui domine aujourd'hui la géopolitique européenne et mondiale. Alors finalement, la chute de l'Empire romain a-t-elle été une catastrophe ou une chance pour l'Europe ?
Difficile de trancher entre les courants optimistes et pessimistes en la matière. Il est certain que le syncrétisme entre les cultures barbares et romaines, bien que un peu difficile à vivre sur le moment, a servi de creuset à la civilisation européenne médiévale, dont les auditeurs de ce podcast pourront, je crois, s'accorder sur le fait qu'elle est quand même super stylée. Parce que bon, le temple de Jupiter, c'est bien, mais ça ne vaut pas une belle cathédrale gothique. Plus largement, la fragmentation de l'Empire romain a contribué à décaler le centre économique de l'Europe vers le nord, avec comme conséquence le développement de régions qui étaient auparavant des marges de cet immense empire. Difficile de penser, par exemple, à l'époque d'Auguste, que cette région de marécages peuplée de barbares sur les bords de la mer Noire deviendrait un jour les Pays-Bas, l'un des États les plus prospères du monde. N'importe quel patricien romain se serait esclaffé en apprenant que l'industrie germanique deviendrait un jour le nec plus ultra du luxe automobile. C'est une Mercedes-Benz. Bien sûr, rien dans l'histoire n'est écrit à l'avance, et l'histoire contrefactuelle est un exercice particulièrement périlleux. Sur le moment, en tout cas, durant l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, il y avait au moins un peuple qui se frottait les mains, celui des Grecs, qui avait réussi à conserver sa langue et sa culture assez vivaces dans la partie orientale de l'Empire, et qui n'avait jamais digéré sa défaite durant la conquête romaine. Ils ont la rancune tenace, les Grecs, quand même, puisque à leurs yeux, les Romains étaient finalement des demi-barbares, de frustres paysans incapables d'élaborer une civilisation brillante sans copier sur le glorieux héritage d'Athènes. Dans une certaine ironie de l'histoire, la satisfaction des Hellènes fut de courte durée, puisque avec l'extension progressive de l'islam puis celle de l'Empire ottoman sur les bords de la Méditerranée, des pans entiers de la culture grecque et de sa langue sombrèrent dans l'oubli au Proche-Orient, où seules quelques ruines de temples attestent encore aujourd'hui de cet ancien héritage. La culture latine, elle, malgré les difficultés des premiers siècles du Moyen-Âge, allait perdurer et même se renforcer dans ces royaumes barbares admiratifs de la civilisation qu'ils avaient pourtant menée au tombeau de l'histoire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles consacré à la chute de l'Empire romain. Un gros sujet pour ce début de saison 3, choisi par les auditeurs au cours du vote que j'ai organisé à l'été 2023, donc bravo à tous les gagnants, cet épisode est pour vous. Un seul épisode, c'est évidemment bien trop court pour traiter d'un thème aussi passionnant, et j'ai dû malheureusement laisser de côté une quantité incommensurable de sujets annexes et de petites anecdotes qui viendront nourrir de futurs épisodes, ne vous en faites pas. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'ensemble des références bibliographiques et musicales dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à suivre les pages Facebook et Instagram du Moyen-Âge dans tes oreilles, à liker et à commenter cet épisode s'il vous a plu. Ça me fait toujours plaisir, et puis en fait, c'est la manière la plus simple de soutenir le podcast. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode, qui nous emmènera loin de Rome et de ses vicissitudes, pour remplir nos oreilles du doux son de la cornemuse. Et oui, direction l'Écosse, pour parler d'une alliance qui a uni le pays du whisky à la France pendant 3 siècles, la fameuse Old Alliance. À la prochaine!